Et pas des moindres, celui de Daniel Michaud qui est avec nous. Alors, Daniel Michaud, alors là c'est pareil, un souvenir, je pense que vous allez me le décrire dans les moindres détails. Que s'est-il passé, qu'avez-vous vu? Alors c'était en 1973, j'étais jeune pilote dans la LAT. La LAT étant l'aviation légère de l'armée de terre. J'étais basé à Rennes-Saint-Jacques et avec un ami qui s'appelait Jean-Luc Bidot, nous allions à Caen-Carpiquet, à l'école d'Épifat, école des personnels féminins. Elle était à Caen, elle n'était pas à Dieppe. C'était une mission. École des personnels féminins, mission agréable. Oui, très agréable parce que, imaginez-vous, vous avez 22 ans, vous allez vous poser un hélicoptère au milieu de l'école d'Épifat. Il ne se passe rien évidemment, mais le relationnel est quand même très sympathique. Donc avec Jean-Luc ce jour-là, on était très heureux et à un quart d'heure de l'arrivée, il faisait très beau, on était en condition de vol-cavoc, à 1000 pieds, ce qui n'est pas très haut, 330 mètres. Alors que nous discutions de sujets comme peuvent les aborder des jeunes, Jean-Luc était à ma gauche, m'a dit « Daniel, regarde, oh merde !» Et j'ai tourné la tête. Pardon pour le mot merde, mais ça s'est passé comme ça. J'ai tourné la tête et j'ai vu passer la fin de quelque chose de très gros qui, à l'instant T, m'apparaît gros comme un paquebot. C'est l'image première que j'ai eue, qui avait la forme de cigare. Très vite, on a été en station arrière. Vous voyez, le truc nous passe à côté, la station arrière, et on voit la section qui termine par un point. Alors, et alors, très surpris, putain, qu'est-ce que c'était ce truc? Donc, pendant les minutes qui ont suivi, on était quand même pas dans une position, donc je suis très honnête avec vous, on avait les yeux qui tournaient un peu partout, on se disait que c'est ce truc, bon, on ne pensait plus à l'école des PFAT à ce moment-là. Oui, c'est vrai, j'ai appelé par radio, on avait une radio VHF à bord, c'était pas bien équipé, les Alouettes n'avaient qu'une radio VHF, et j'appelle dans le corps et qui me dit ça parce que cette histoire, Transradar, une transradar qui a traversé le scope en un temps très court, et qui... Donc ça c'est rarissime quand même, quand un témoignage est corroboré par une transradar. Oui, absolument, absolument. Et alors, si vous voulez, ce qu'il y a d'assez étonnant dans tout cela, c'est que la taille de l'objet étant gigantesque, hein, on aurait dû, avec notre petite Alouette 2, qui est un petit hélicoptère magnifique d'Eurocopter, mais qui date maintenant, on aurait dû être carrément, on aurait dû se cracher. Hein. Alors cet objet qui était immense, à l'instant, quand c'est arrivé, l'image qui m'est venue, c'est un paquebot, parce qu'un truc comme ça, c'est très gros, très très gros, était d'une couleur gris aluminium. C'est toujours ce que j'ai dit, c'est-à-dire cette peinture qui sert à traiter le métal. Alors voilà. Si vous voulez, on va voir, puisqu'il y a une équipe formidable qui a fait une simulation 3D, un grand merci d'ailleurs à Qui dit oui, on a essayé. Ils ont essayé brillamment de reproduire, c'est pas évident, ce que vous avez vu. Oui, alors vous allez le commenter, on va voir ces images, on les découvre. Alors, donc voilà, vous survolez, on voit cet hélicoptère, c'est vous. C'est nous. Et tout d'un coup, voilà, c'est exactement ça. Donc on va le revoir sous différents plans, mais ça paraît hallucinant. Vous êtes, voilà, c'est ça. C'est effectivement, quand vous dites un paquebot, ça semble... C'est à peu près la durée d'observation, en gros une seconde, une seconde à peu près. Là, on voit la différence, donc vous êtes le point rouge et c'est l'OVNI en fait. Alors l'ombre par contre, ça je ne sais pas, j'ai jamais parlé de ça, je pense que c'est le monsieur qui l'a mise. Je me suis souvent posé la question de me dire mais comment ça se fait que plein de personnes ne l'aient pas vu au sol? Parce qu'un engin pareil. Et puis, plus tard, le hasard de mon métier a voulu qu'un jour, en tant qu'officier, posé avec un hélicoptère derrière des artilleurs, j'étais derrière un canon 155. Et le hasard voulait que j'étais derrière le monsieur qui tire la corde, là. Et quand vous êtes derrière un canon, je vous assure, c'est vrai, vous voyez partir l'obus. Vous êtes derrière, vous voyez un petit point noir qui part. Par contre, quand vous êtes latéral à un obus, enfin à un canon, vous ne voyez pas. Et donc, je me suis dit peut-être que c'est parce que ça allait si vite que la rétine ne percevait pas. Bonjour à tous. Parmi les nombreuses formes d'OVNI rapportées par les témoins, celle du cylindre semble beaucoup plus étrange. La taille de ces engins gigantesques peuvent atteindre plusieurs kilomètres de long. Tous les témoins qui assistent à l'apparition de ce genre de vaisseau restent impressionnés par leur gigantisme. D'autres témoins disent qu'ils les auraient vus évoluer dans le ciel, mais accompagnés de plusieurs disques plus petits. D'après le témoignage de toutes ces personnes, les ufologues en auraient conclu que nous serions probablement en présence de vaisseaux mers. Et la caractéristique première de ces gigantesques vaisseaux mers serait d'embarquer à leur bord des centaines de soucoupes volantes. Ils joueraient en quelque sorte le même rôle que nos porte-avions, sauf que dans leur cas, ils embarqueraient des ovnis. Tout comme les ovnis, ces vaisseaux mers auraient la capacité de distordre le continuum espace-temps de notre univers, en ouvrant de véritables vortex devant eux. Une fois le vortex ouvert, il s'engouffre dans le tunnel d'espace-temps qui les fera venir jusqu'à notre système solaire à des vitesses records. Car tous ces vaisseaux mers voyageraient dans l'univers, mais à travers le temps. La formation des tunnels d'hyperespace serait les fameux raccourcis de l'espace-temps qui leur permettraient de diminuer la durée du voyage. Maintenant, je vais vous lire quelques témoignages qui auraient vu ce genre d'engin cylindrique immense. Parce que, comme je viens de le dire, ce sont de véritables vaisseaux mers.
Le premier témoignage se serait déroulé dans la ville d'Oloron-Sainte-Marie en France, hein. Le 17 octobre 1952, hein, plusieurs habitants de la ville d'Oloron-Sainte-Marie, hein, dans le sud-ouest de la France, auraient observé plusieurs objets non identifiés qui se déplaçaient au-dessus de leur tête, hein. Le jour des faits, aux alentours de midi, un enfant prénommé Jean appellera son père, hein, après qu'il ait vu à travers une fenêtre un long objet cylindrique, hein, gigantesque, qui survolait lentement leur maison. Ce cigare lumineux émettait une étrange fumée blanche, hein. Les témoins préciseront qu'il était incliné à un angle de 45 degrés. Yves Prigent déclare par la suite qu'une nuée de secousses volantes sortait de cet énorme objet cylindrique, hein. Elles étaient constituées d'une sphère centrale rouge et étaient entourées d'un anneau jaune. Il précisera, elles n'avançaient pas en ligne droite, hein, mais avec un très court mouvement de zigzag, hein. Quand elles s'écartaient, une traînée blanchâtre se produisait entre elles comme un arc électrique, hein. De nombreux habitants, comme des chasseurs de Josbec et monsieur le maire de Géronce, déposèrent leur témoignage aussi à la gendarmerie pour dire qu'ils ont vu exactement la même chose. Deuxième témoignage, nous sommes au mois de mai 1963. En provenance d'Europe, un groupe de 50 employés de l'OTAN, qui étaient à bord d'un Air Canada DC-8, hein, était en route pour Ottawa. Quant à 10 000 mètres d'altitude, Madame King va observer un cylindre, mais gigantesque, hein, qui lui paraissait stationnaire. Il ne ressemblait pas à un avion, hein, car il n'avait pas de hublot ni d'aile, hein. Par contre, sa taille était gigantesque, hein. Elle avait été estimée par les gens qui étaient à bord à 2 km de long, hein. Vous voyez bien, hein, le gigantisme de ces vaisseaux nous pousse à dire que ce sont de véritables vaisseaux mers, hein. Un peu l'équivalent de nos porte-avions sur Terre. Troisième témoignage, nous sommes au mois de septembre 1972 dans la ville de Kempsey en Australie. Monsieur Alan James va observer un ovni en forme de cigare, hein, près de George Creek. Il dira que c'était 100 fois plus grand qu'un Boeing 707, avec de petites soucoupes volantes tout autour. Les petites soucoupes semblaient se déplacer en formation, hein. L'énorme engin montra dans le ciel pour disparaître à une vitesse incroyable. Le quatrième témoignage, hein, celui-ci nous avait été transmis par un certain Luciano Galli. Lui, il explique qu'il avait été enlevé à bord d'un ovni et cet ovni l'aurait amené directement vers un vaisseau mère, hein. Bon, il explique son enlèvement. J'avais quitté mon domicile à 14h30, hein, pour regagner mon travail, hein. Au moment où j'arrivais près de la ruelle où était situé mon atelier, j'avais remarqué la présence d'une voiture noire qui s'était arrêtée juste devant moi. Un homme plutôt grand sorti m'invita à le suivre, hein. Je montais donc dans sa voiture et nous nous éloignâmes de la ville, hein. Vers 15h30, on était arrivé sur la crête de Crowara, hein. Je précise qu'on est en Italie, hein. Et là, une secoupe volante nous y attendait, ce qui m'avait drôlement surpris. De dessous l'engin avait jailli un cylindre métallique, hein, au bout duquel apparut une ouverture. Oh, c'était un peu une sorte d'ascenseur que certains ovnis posséderaient, hein. Vous avez un tube métallique qui descend, vous avez une porte qui s'ouvre, les gens montent dedans et le tube remonte dans l'ovni. Je m'y engouffrais, rejoignais avec mes compagnons l'intérieur de l'ovni, hein. La cabine du pilote était assez spacieuse et circulaire, avec un tas d'instruments tout autour, hein, des tableaux avec des cadrans et des aiguilles, hein. Il y avait aussi une sorte de fenêtre circulaire d'environ 1 mètre de diamètre, hein. Par ce grand hublot, je pouvais voir la Terre s'éloigner de nous. Nous étions désormais dans l'espace, alors que je continuais de regarder par ce hublot, j'ai aperçu ce qui paraissait être un immense dirigeable. L'étrange appareil émettait une sorte de lumière phosphorescente, hein. Sous l'une des extrémités, j'aperçus 6 ouvertures à travers lesquelles de petits disques entraient et sortaient. Ceci est l'un de nos vaisseaux de l'espace, expliqua l'une des personnes qui se trouvait à mes côtés. En s'approchant de l'énorme vaisseau, je constatais que les ouvertures constituaient autant de hangars pouvant abriter au moins une cinquantaine de disques. Dans ces hangars, il y avait des centaines d'hommes et de femmes en combinaison qui vaquaient à leurs occupations. Cinquième témoignage. Celui-ci nous avait été transmis par un autre abducté. Abducté, ça veut dire enlevé, ça veut dire enlèvement extraterrestre, hein. Un abducté qui avait été enlevé à bord d'un ovni, hein, qui lui-ci quittait la Terre. Fasciné, je regardais à travers le hublot de la soucoupe volante. Là en dessous, je pus voir une gigantesque ombre noire immobile, hein. Comme nous approchions, sa masse énorme sembla s'étendre jusqu'à perte de vue, hein. Lentement, très lentement, nous approchâmes jusqu'à ce que nous fussions presque au sommet du vaisseau mère.
Bah, il mesurait 600 mètres de long pour un diamètre de 45 mètres. Notre soucoupe volante descendit lentement vers le sommet du transporteur, de la même façon qu'un avion descend vers le pont d'un porte-avions. Comme je continuais de regarder par le hublot, une ouverture apparut et notre soucoupe s'y engouffra avec une secousse vers le bas, quand elle commençait son voyage à l'intérieur du vaisseau mère. Bah, je terminerai cette fameuse vidéo par les disparus des Dardanelles. L'épisode se situait au mois d'août 1915 lors de l'expédition des Dardanelles près de Gallipoli. Selon le récit original de 3 témoins, 22 fantassins d'une section néo-zélandaise aperçurent un groupe important de soldats britanniques pénétrant dans une sorte de nuage opaque qui surplombait le lit d'un ruisseau à sec. Bien entendu, nous étions en Turquie. Lorsque le dernier homme eut disparu à l'intérieur du nuage, celui-ci s'éleva et s'éloigna contre le vent. Personne ne devait plus jamais revoir aucun des soldats anglais. En 1965, 3 des témoins décidèrent de mettre par écrit leur témoignage. Bon, là, je vous cite leur témoignage. Le ciel était exceptionnellement lumineux avec 6 ou 7 petits nuages au-dessus de la colline. Ils avaient tous la même forme, à peu près celle d'une miche de pain. Chose étrange, en début de la brise soufflant, ce matin-là, il restait absolument immobile. Nous pouvions encore apercevoir pratiquement posé sur le sol un peu plus à droite un autre nuage semblable tout aussi immobile. Et exceptionnellement dense et opaque. Il nous sembla mesurer à peu près 250 mètres de long sur 60 mètres de large, avec une cinquantaine de mètres de hauteur. Il était à peu plus de 1 km de la ligne du front britannique. Tout ceci avait été observé par 22 hommes de la 3e section de la première compagnie d'infanterie de Nouvelle-Zélande, y compris par nous-mêmes. Le nuage était posé sur ce qui paraissait être une route défoncée ou le lit d'un ruisseau à sec, et nous en distinguions parfaitement les abords. Il présentait une couleur gris clair, de même que les autres. Nous avons aperçu un régiment anglais formé de plusieurs centaines d'hommes, le First Force Norfolk, qui empruntait cette route, se dirigeant vers la colline. Arrivé dans le nuage, ils pénétrèrent à l'intérieur sans marquer la moindre hésitation, mais nous n'avions pas vu, on n'a vu aucun de ces militaires ressortir à l'autre extrémité du nuage. Pas un seul de ces soldats n'en ressortira. Une heure après que le dernier homme eut disparu à l'intérieur du grand nuage, de forme cylindrique, celui-ci s'éleva tout doucement pour rejoindre les autres nuages similaires dont nous avions déjà parlé, qui étaient restés au-dessus de la colline. Une fois réunis, ils apparaissaient tous exactement identiques, comme les moutons d'un troupeau. Dès que le nuage posé au sol les avait rejoints, ils se sont tous éloignés vers le nord au bout de 3 quarts d'heure. Ils avaient complètement disparu dans le ciel. Ce régiment anglais était porté disparu et après la reddition de la Turquie en 1918, les autorités britanniques demandèrent aux Turcs de libérer cette unité. Et là, les Turcs leur répondront que le régiment n'avait jamais été fait prisonnier et qu'ils ignoraient même son existence. Bon, là, dans ce témoignage, vous aviez compris que le nuage de forme cylindrique qui était posé sur le lit asséché de la rivière était un vaisseau mère. Bon, là, je vais vous diffuser un petit extrait d'une vidéo qui aurait été prise à bord de l'ISS. Et on voit, vous verrez tout en dessous, vous voyez une sorte de vaisseau cylindrique avancé. C'est un peu cela, les vaisseaux mers extraterrestres. Vous voyez l'OVNI, il est là, l'OVNI cylindrique.
maintenant vous savez que nos visiteurs extraterrestres sont arrivés ici avec des vaisseaux mers. Hein. Là, comme vous voyez dans l'image, hein, le vaisseau mère, c'est un peu ça, là, la structure cylindrique qui peut faire plus de 2 km de long. Hein. Et les soucoupes que vous voyez là, ils sont embarqués à l'intérieur de cet énorme vaisseau mère. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein.